n'aurait dû venir que ce soir. Pourquoi cet après-midi? Et sans casse-cou? Vous êtes de la presse? Oui. C'est pas une raison pour vous asseoir sur le même fauteuil que moi? Je ne me rendais pas compte, j'ai les fesses paralysées. Vous attendez depuis... Depuis tout de suite. Bah alors ça ne sera plus long. En tout cas, il n'est pas là. Qui? Ben lui, là, le lauréat. Félix Jean-Marie Aimé Félix, dit Félix N. En retard. Messieurs! Et lui, qui c'est? La radio? La TV. Ah, poussez-vous, qu'on écoute. Si vous le permettez, je vais commencer ma présentation de... Mais... il n'est pas là? Monsieur, s'il vous plaît, lui, ce buste, qui est-ce? Obloffet, son oncle, à lui, notre Félix, lequel est le neveu de ce plâtre. Obloffet, je l'ai dit. Mon nom est Barlendorf. Je suis assez connu dans le monde des arts et des lettres. D'habitude, quand je suis là, on me pose des questions. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de tenir ma caméra? Pour l'instant, ça n'est pas difficile. Vous visez là, le petit trou. Vous visez lui, là, sa tête, son nez. Sur un buste pareil, tout blanc, mon émission est en couleur, je vais pouvoir introduire mon préambule. Votre caméra, jeune homme? J'aurai ensuite des tas de questions à vous poser, monsieur Bavolendorf. Je vous connais bien. Si. Vous appuyez sur le bouton. Son nez. Le nez d'Obloffet, jeune homme du temps qu'il était vivant, a fait son trou dans la littérature, ainsi d'ailleurs que dans l'industrie du savon. C'est ici qu'il a habité, Obloffet, jeune homme. Et c'est comme à Venise, son palais, demeuré autour de son buste, continue à porter son nom, c'est le palais Obloffet. On ignore beaucoup de votre temps, jeune homme, on a la main large. Sur le bouton. J'en suis capable, allez, et de bonne grâce encore. Qui est-ce? L'abbé Véniel, qui se met à ses ordres. L'abbé Véniel. J'ai déjà commencé à appuyer sur le bouton. Laissez tomber l'abbé. Faites votre boulot, mon vieux. Messieurs, la presse. C'est nous, la presse. Oh, on est là depuis des heures. Alors, on écoute. Alors, écoutons. Eh oui, nous qu'on est là avec nos oreilles, avec nos stylos et nos magnétoufs. Alors, si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. Nous, lui, moi, eux, tous, on a un train à prendre. Alors, on écoute. Quoi, ça vous fera pas de mal d'écouter, si? Quoi, qui c'est qui n'écoute pas? Alors fermez-la. Alors, chut, oui, chut. Répétez pas chut tout le temps. Eh bien, voici. Nous sommes dans le salon de la demeure... qu'est-ce que j'ai foutu de mes fils? Je vous demande pardon. Dans la demeure de Félix Jean-Marie Aimé Félix, dit Félix N, au milieu de laquelle se dresse un buste dont peu à peu nous nous arrangerons pour faire le tour. Et c'est déjà par centaines que se comptent ceux des amis du grand architecte, du grand poète, du grand penseur de marron, qui se sont réunis en cette fin d'après-midi pour écouter avec solennité la grande nouvelle qui vient d'être annoncée à tous ceux qui comptent dans ce gigantesque monde de la culture à laquelle nous appartenons tous. Comment annoncer? À qui? Mais quelle nouvelle? Ne marchez pas sur mes pieds. Vous appelez ça des pieds? La plus haute récompense culturelle de l'année, le prix international de l'Académie universelle des arts décrassants, et dont ici le maître Obloffet reste le vivant symbole, vient d'être attribué à celui qui a su se tailler dans le cœur de notre capitale une part littéralement circulaire, et c'est bien pourquoi je tourne autour de ce grand nez où se résume tout l'esprit et la générosité de notre ministre des Arts et Lettres, par que j'irais même jusqu'à qualifier de sphérique, et que pour notre compte, nous n'hésitons pas à qualifier de plus tenace que la pluie. Bravo! Voilà ce qu'on appelle causer. On est venu la presse pour entendre parler d'un plan. Et du neveu d'un plat. N'appuyez plus sur le bouton, monsieur. On ne mène pas la presse en bateau. Monsieur Félix Jean-Marie Aimé Félix dit Félixen. Félixen, pourquoi qu'on nous a fait venir? Bravo! Bravo! Mais où c'est qu'il est? Son prix, s'il n'est pas là, qui va-t-on remettre son prix? Il n'y a personne. Calmez-vous, messieurs, mesdames, il arrive. Qui c'est? C'est sa mère. Il a dit? La maman de Félix. C'est sa maman. Regarde, c'est ça. Madame? Vous savez, monsieur l'intervieweur, Félix, je le connais. Oh, c'est un grand poète. Je le connais mieux qu'il ne saurait vous dire quelque chose de lui-même, bien qu'il le croie. Il vous dira, je me suis fait moi-même. Non, c'est moi, monsieur. Je le connais comme si je l'avais fait, car c'est moi qui l'ai fait. Je m'en souviens. Je ne m'en souviens pas, car en fait, je suis de suite tombée dans le coma, de suite à sa naissance. À peine bré son premier cri, on me l'a arraché de mon sein, et plus vu jusqu'à ses 4 ans qu'on me l'a ramené. Alors qu'il était là, comme un Jésus parmi les docteurs. Et je vais vous dire une anecdote. Elles étaient là, et on me fait entrer mon Félix devant toutes ces dames, la comtesse de, madame la femme de la présidence et tout, et Geneviève aussi, la sainte que j'ai connue à l'école des pères. Elle veillait sur Paris. Non, c'est l'autre, peu importe. Donc, il entre, lui, ses 4 ans, et je lui dis, Félix, dis ta fable à ces messieurs, dames. Et déjà, elles applaudissaient l'assistance. Bref, un silence. Et mon Félix, qui ne dit rien. Lui et ses 4 ans.
C'est bien la preuve qu'on voyait bien qu'il avait ce tout petit momichon, son idée sournoise derrière ses deux grands yeux ouverts, sous des sourcils froncés, furieux, on aurait dit. Donc, allez, vas-y, je chuchote. Et voilà mon Félix, qui se tait. Et tout d'un coup, vran, le voilà, un grand fracas qui se décharge dans le silence, dans sa culotte. Oh, je lui dis, fallait pas faire ça. Trop tard. Oh, mon Dieu, quel spectacle, la tête de ces dames, et lui tout rouge, l'air toujours en colère, et les sourcils renfrognés dans la tête et tout. Oh, comment j'ai pu faire face à la situation, Seigneur Jésus. C'est pour vous dire, excusez-moi si je puis m'empêcher que de rire. Qu'il avait toute sa tête, tout bon vrai qu'il était, et qu'il savait déjà ce qu'il faisait, malgré l'âge. Un grand poète, un grand. Songez qu'il n'a jamais bu que de l'eau. Poète, sans doute, mais à la base, n'est-il pas vrai qu'il se destinait à l'architecture? Ah, si, c'est vrai, architecte. Oh, c'est à Arcachon que ça lui est venu. Plus tard les Beaux-Arts, bien sûr, mais à la base, c'est à Arcachon j'y étais. Arcachon. Ce fut que ça se passa sur la plage, où il aimait les pâtés. Et qu'un pâté par-ci, qu'un autre pâté par-là, par ailleurs, et pâté, les pâtés s'accumulaient. Que voulez-vous? Il faut bien que les choses se fassent. Donc, ne serait-ce que pour vous parler d'il y a pas longtemps, on lui a commandé l'an dernier un pâté de maison pour un grand ensemble immobile autour d'un port. Est-ce le genre de grand créateur qui n'a qu'une corde à son arc? Non, en effet, certainement pas. La peinture... La musique! Voulez-vous que je vous passe à bout de son quatuor? J'ai le disque. Je sais, par le quatuor Vasselin. Le voici. Mais je préférerais que nous nous en tenions à parler de Félix Jean-Marie Aimé dit Félixen sur un plan plus général. Vous avez entendu? Oui. Et ça continue comme ça. Moi, je comprends pas bien, hein. La musique, c'est si mobile, pas moyen de poser le pied dessus, ça s'en va. Surtout à notre époque qui est tellement moderne. Mais lui, monsieur. Oui, posez-moi des questions sur lui, posez-moi 10 questions sur les 10 bouts de mes doigts, sur le bout de chacun de mes doigts. Mon Félix, je le connais par cœur. Bon, voilà, c'est comme ça qu'il est. Il nous doit tout, monsieur. Tout, sur le bout du doigt. Mais son succès, madame, répond de votre contribution. Son succès, eh bien oui, je le dis. Félix, j'ai pas eu le cœur, ni le cynisme, ni la mauvaise foi d'en faire un poète maudit. Vous en chercherez des amours, mon amour maternel. Toute tendresse, j'étais toute tendre, comme une viande à lui, qu'il a mangé. Il m'a mangé. J'ai pas fait de résistance. Je me suis donnée à lui comme une bougie se donne à la lumière quand il y a une panne. Et il y a des pannes, hein, monsieur, c'est effrayant le temps qu'on passe dans l'obscurité avec ces pannes. Cette lumière, c'est moi, avec son feu, au bout de ma bougie qu'il a lui donné dans le noir. À lui, mais plus qu'à lui, monsieur, à l'humanité. Vous êtes fatiguée, madame. Je ne vais pas... Oui, je suis fatiguée. Je ne vais pas... Mon père est un connard? C'est le conflit des générations qui vous fait ainsi parler. J'aimerais des approfondissements d'ordre peut-être un peu plus scolaire. Si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi ne pas commencer tout bonnement par la date de naissance de notre poète? Papa? Félix Jean-Marie Aimé dit Félix. Moi, je suis né en 1. Il avait 27 ans de plus que moi. Jeune homme, s'il vous plaît, oubliez-vous un peu dans cette histoire. Que vous soyez son fils ne m'intéresse aucunement. Épongez tout cela. Pas facile. Attention, c'est de la faute à personne, jeune homme, si votre père est au programme. Ce n'est pas moi, foutre non, qui l'ai conçu ce programme. Curieux programme. Fougueux programme par excellence moderne et remoderne. Ne me mettez pas en colère. Des candidats, je vous préviens, j'en ai vu, et de toutes les couleurs. Et parmi eux, je vous jure sur l'honneur qu'il y en a qui s'en souviendront. Alors maintenant, premier paragraphe. Écoutez-moi, faites bien attention. Vie du poète. Je dis vie du poète. Et ne sortez pas du sujet. Félix? Félix, le poète. Le poète vit toujours, monsieur, à Paris, dans le 7e. Je m'en fous. Autrefois, avant, au début, il va remonter. Mais je l'ai dit. Quoi? Au début, il avait 27 ans. Plus haut, remontez plus haut. J'étais pas né. Mais t'es égal, faites comme si. Lui non plus n'était pas né. Trop haut, mais vous remontez trop haut, vous vous foutez du monde. De quoi il faut que je vous parle? De son père. Il était mort. Mort, depuis quand? Une 30aine d'années avant ma naissance. Sa mère? Elle va bien, je vous remercie, elle vient, elle s'intéresse, elle a des soucis. On lui demande de moins en moins de s'occuper de mes affaires. Elle parle peu, sauf de papa.
Continuez. Grand-mère, hein? Vous êtes tombé pile sur le sujet qu'apparemment vous connaissez le mieux. Oui, c'est vrai. Je le connais bien. C'est une femme pas commune. Elle a 3 problèmes, en réalité, pas 4. D'abord, pour commencer... Elle n'est pas au programme. J'ai jamais dit qu'elle était au programme. Votre grand-maman, monsieur, votre grand-maman, qui c'est qui écrit dans la famille? C'est-il ton papa ou c'est-il ta grand-maman? C'est papa. Galopin, ton papa. C'est lui qui écrit les choses les plus importantes. Grand-mère, elle, c'est plutôt les gribouillis, des lettres, des pneus... C'est lui qui écrit. Félix, en un seul mot. On a oublié Jean-Marie Aimé dit Félix, Lix. Son œuvre. Maintenant, après sa vie, son œuvre. J'écoute quelqu'un qui est en train de se faire recaler, et ça me donne envie de vomir. Quand on pense que son propre fils, merde, au baccalauréat, venir s'entortiller dans le ridicule d'avoir à causer de son propre père, et de ne pas savoir, rien du tout, ou presque. Un fils, son père, merde. Chiant-les. J'écoute. De tous les poètes de ce XXe siècle finissant, siècle au cours duquel la poésie n'a pas cessé, plus qu'au siècle précédent, de prendre à chaque instant le départ de ce pas traditionnellement si décidé qu'il semble être toujours non pas seulement un premier pas, mais le premier pas aventuré pour la première fois et la dernière fois, de tous ceux, grands, comme on dit, petits poètes, qui contribuèrent à cette marche en notre temps, de cette colonne de rêves et de révoltes dont il faut espérer qu'un jour notre désert pourra se considérer comme à tout jamais traversé. D'entre tous ces poètes, je parle des Stromberg, Tronfond-Desvlands, Lottatol, Egli-Guéné, Minoffle, et quelques autres. Un poète, Jean-Marie Aimé, dit Félix, émerge plus distinct qu'aucun de ses pairs, comme celui qui, solitaire, aura sans conteste réussi la gageure de rendre le poème à sa vocation de poème. Car telle est en effet, de toutes les gloires de Félix, celle qui le fait resplendir à nos yeux de la lumière dont se nimbait jadis Orphée, et qui l'enchâsse, pierre précieuse dans l'or, parmi les plus solides fleurons de notre culture. C'est le Sauvanex. C'est l'histoire de la littérature de Sauvanex. Oui, monsieur. Chapitre poésie, paragraphe papa. Oui, monsieur. Paragraphe papa. Faut bien apprendre. Et de vous, jeune homme, qu'est-ce que vous savez? Je suis pas au programme. Je vous remercie. Ce portrait de moi, non, cela n'est pas bien. C'est ce qui passe à travers moi qui compte. Hein? Dans ma main, ce verre ne demande qu'à tomber. Mais lui-même, cette eau qu'il contient, on dirait que ce n'est pas lui qui lui donne forme, on dirait une boule d'eau qui s'entasse là par hasard dans l'espace, dans son fauteuil de verre. Mais ce verre lui-même, est-ce que l'eau supporte d'y être assise, de lui emprunter sa forme, de se faire exactement l'épouse de son creux, quoi? Qu'est-ce qu'elle en a à faire de ce verre? Cette petite quantité d'eau, ce petit peu d'eau, échappé momentanément au torrent de la grande eau tout entière, ce petit peu d'eau, il est libre de s'expulser du verre et s'en retourner à l'espace. Regardez! C'est vrai, je suis nerveux. J'en avais mal pour elle d'être contenue, là-dedans, dans cette transparence figée, le contraire de l'eau. Tâchez de saisir l'expression de ma gueule, mon cher Marchecru, avant qu'elle s'échappe de ma gueule et laisse ma gueule vide. Non. Reste bien dans tes traits, mon Félix. Laisse-toi retenir prisonnier de tes traits. Prenez-le, monsieur. Prenez-le avec cet air bougon qu'il a sur la figure. Cet air-là, c'est tout lui. Ce qui passe à travers vous, mon cher Félix, peut bien se figer pour un instant. Constipez-vous le temps d'un instantané. Un sourire. Ah, faites-le moi par amitié. Et figez-le moi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un sourire figé. Voilà. Ah. Pour qu'on obtienne de vous un portrait ressemblant, je vous donne un conseil. Ressemblez d'abord à un portrait qu'on aurait fait de vous. Moi, alors,
Je vous coince. C'est mon métier. Qu'est-ce que c'est que cette drôle de toile que vous utilisez? C'est pour mieux vous coincer, mon ami. C'est une toile pluridimensionnelle. Je vous peins tout autour. Je vous enveloppe de peinture, du nez à l'oreille, de l'oreille à la nuque, et aussi par-dessus, et par-dessous. De tous côtés, ma peinture vous saisit. La sculpture, c'est mieux? Non, c'est pareil. Vous m'y faites songer. Sauf que j'utilise la couleur. Ça me rend mal à l'aise. Emportez ma tête chez vous et ramenez-la moi quand vous aurez fini. Mais la voici, mon cher ami, votre tête. Encore quelques touches, et votre tête est à vous. Je n'ai pas besoin de 2 têtes. Je préférerais une bicyclette. Pour vous en aller? Eh bien, nous mettrons cette seconde tête en réserve. Si vous perdez la vôtre, si vous vous perdez vous-même, nous conserverons toujours celle-ci. Tout ne sera pas perdu de vous. Nous la mettrons au frais dans un musée. Oh, quel bonheur. Oh, ne pas te perdre. Toi, mon Félix, oh, quel bonheur. Au moins ce bout de toi, sauvé du reste, mis à l'abri de tout ce grand gâchis, les biennales, les centenaires. Oh, quel bonheur de te savoir mis à l'abri, hors du calendrier, des journaux, des hebdomadaires. Oh, quel bonheur. Hors des mensuels et de tout ce qui se fait du temps, cette cendre où l'on ose à peine marcher. Toi, mon Félix, oh, quel bonheur de te savoir enfin la tête dégagée, la tête hors du temps, la tête dans un musée. En cire, oui, après, en cire ou pas, mais ce sera ta tête. Oh, mon Dieu, oh, qu'est-ce que j'ai à pleurer comme ça, je pleure de bonheur. C'est à vous, madame. Je vous fixe dans l'éternité. Vous pleurez? Mais pleurez, madame. Vous pleurez dans l'éternité. Eh ben, achevez, maman. Hein? Il faut que j'aille écrire. J'aurai ma tête quand? Une simple cuisson et vous l'aurez livrée avec sa poignée, on vous la livrera, vous pourrez l'emporter avec vous. Ma tête. Et celle de ma mère. Nous n'en avons pourtant guère besoin. Plus tard. Ma tête. La voilà dans la glace. Ben, je m'en désintéresse. Voilà que je me désintéresse de ma tête. C'est pas lui. Qui, lui? Félix? Non, c'est pas Félix. C'est Walter. Walter quoi? Ah, Walter le pianiste. Walter de Walter. Von Walter. C'est lui. Qui est-ce? Walter? C'est moi. Ce n'est pas lui, c'est moi. Et ça suffira pour un petit bout de bois. Permettez que je m'assoie. Ou plutôt non, que je reste debout. Que je m'essuie le front. Et que les petits bonshommes se taisent. Devant l'extraordinaire, s'il vous plaît. L'extraordinaire. J'ai quoi? J'ai vu. J'ai vu quoi? J'ai vu Chopin. Chopin. Pourquoi m'a-t-on fait venir? Oh, Rose, j'ai un petit bouquet pour vous. Félix est tout. Félix est ailleurs. Bref, permettez que je m'essuie. Soyons simples, n'est-ce pas? Je ne veux pas dire autre chose que ce que j'ai vu. J'ai vu Chopin. J'ai entendu jouer Chopin. C'était moi, s'il vous plaît. C'est le mien, mais qu'importe. Un Pleyel. Voilà. Il est entré? Quoi? Non, il entrait, discrètement, saluait. Et sa queue de pied derrière lui qui saluait aussi. On l'applaudissait, elle, et lui aussi. Chopin, c'était lui. Il allait... Et quoi? Il allait s'asseoir à son piano. Et quoi? Rien. Il levait la main, rien. Et sans qu'on s'en aperçût, le voilà qui jouait. Il jouait, et sans en avoir l'air. On aurait dit d'un doigt. C'est ceci qu'il jouait. Ceci. Et voilà. Je ne vis pas qu'il pleurait. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Tout le monde sait bien ce que ça veut dire. Ça s'appelle du Chopin. Ça ne devrait pas avoir de nom. Oh, il continuait jusqu'au bout. Vous nous ennuyez, Walter, avec votre piano. Vous êtes ivre. Tout de même, pour voir. Aidez-moi donc à l'ouvrir.
Il n'y a rien dedans. Si, Quoi? si, des cordes. Rien. Et comment voulez-vous que nous fassions si nous voulons produire notre petit effet à nous, quand la musique a produit son gros effet à elle? Venez avec moi, Walter. Il s'agira de vous une autre fois. Alors, il vient ou il vient pas? Moi, je m'en vais. J'ai un train à prendre. On a tous des trains à prendre. Depuis 3 heures qu'on est là. Messieurs, en tant que vice-président de l'Académie des Lettres Oblatives, Où est Félix? je puis vous assurer qu'il va venir. On a livré pour lui une grande caisse dont je dois lui remettre le contenu. Félix Jean-Marie Aimé Félix, dit Félix N, vient toujours quand il y a quelque chose pour lui. Ouais, on n'y croit plus, on s'en va. Messieurs, voici qu'on vient. Ah, Rose, enfin, que se passe-t-il? Qui c'est? C'est sa femme. Rose? Oui, sa femme. Oh, comme elle est jeune. C'est sa seconde. Sa femme, oui, sa femme, sa seconde femme. Sa femme. Madame, Je m'appelle Rose et je suis son épouse. Je peux parler de lui. Félix, il peut tout ce qu'il veut. Vous pouvez tout lui demander. N'importe quoi, n'importe quelle question. Tout, il vous le donnera, sans même en tenir compte. C'est simple, sur demande, je l'ai vu passer à travers des murs. C'est comme ça, moi, que je l'ai reçu. C'est lui, à lui, que je lui demandais. Et il s'est donné, lui, à moi, à travers un mur. Même encore aujourd'hui, je n'ai qu'à l'appeler à travers un mur. Et il vient. Félix? C'est une plaisanterie. bon bah allez, on s'en va. Oh non, pas tout de suite. Ah, moi, je m'en vais. Ah, pas tout de suite. Vous entendez bien qu'il y a du nouveau? Ah oui, on meugle. Olga? Olga? Viens, mon petit. Viens donc. Ce n'est qu'un escalier. Entre. Vous voyez, messieurs, mademoiselle, voilà, c'est ça dont il valait la peine que je vous parle. Ou plutôt, qu'elle vous parle. Car elle parle, hein? Entre. Entre. Tu sais bien comme il est facile d'entrer et de parler, hein? Ça n'a rien d'étonnant. C'est une vache qui descend l'escalier et qui entre. Vous faites des yeux ronds comme des nénuphars. Mais le plâtre, messieurs, est-ce que vous savez comment ça se manie? L'argile, comment ça vient se coucher dans une main, dans la paume d'une main, comme la tête d'une femme amoureuse? Et son oreille entre mon pouce et mon annulaire, et mes 3 autres doigts les plus maladroits, les plus touchants à force de malhabileté. L'argile, la vache. Et la vache, ça ne saurait pas descendre un escalier, si je le lui dis, gentiment, avec mes doigts, hein? Viens, mon Olga, comme d'argile. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils voient des trucs partout, des trucs miraculeux, des miracles. Et tu vas leur parler, tu vas leur dire. Non, tu ne rigoleras pas de la tête qu'ils vont faire, que vous allez faire, messieurs, car une vache ne sait pas rire, quoi que disent les reblochons sur le mur de nos anciennes capitales. Elle ne rira pas, elle, et moi je ne ris pas non plus. Parce que ces 3 mots qu'elle va vous dire, ma vache, mon Olga, vos journaux, qu'est-ce qu'ils vont se croire capables d'en faire? Viens, mon Olga. Viens leur dire ces 3 mots que tu sais, ces 3 mots de vache, ces 3 mots vache. Viens les leur dire qu'on voit ce que vaut leur papier s'ils résistent à 3 mots de vache, tirés à même la vache comme j'ai dû moi te les faire dire. Et qu'on voit un peu si leur papier journal est autre chose qu'une enveloppe à caca, qu'une simple merde même suffit à crever. Viens, mon Olga. Tu sais qu'on peut venir. Tu sais ce que c'est qu'un escalier à descendre. Et moi aussi, quand j'étais petit, j'en descendais les marches à 4 pattes, la tête pendante en avant vers le bas, et un bras portant tout le corps, puis un genou de l'autre côté qui descendait le rejoindre, et tout le poids du corps en suspens, descendant droite, gauche, et ce derrière en l'air terrible, ce derrière capable de te faire basculer, et tout à coup rouler en boule d'avalanche jusqu'au palier plat ridicule du rez-de-chaussée, à plat comme la carpette et le tapis brosse, à plat comme la honte à tout jamais d'être quelqu'un d'horizontal. Mais je l'ai fait, je suis descendu,
Je suis sur le sol, vertical, et sur 2 pieds, Olga. Réfléchis bien, sur 2 pieds, c'est plus difficile que sur 4. Mais j'ai un filot, c'est pas pour l'attirer, c'est pour lui indiquer le chemin, monsieur. Mais peut-être que vous l'effrayez. Peut-être qu'elle ne voudra pas venir. Peut-être que vous la maintiendrez à cette distance qui est la vôtre, et peut-être ces 3 mots qu'elle ne vous les dira pas, qu'elle ne voudra pas vous les voir noyés dans vos milliards de mots à vous, car, ma vache, elle sait aussi se taire, messieurs. Se taire. Vous qui n'avez jamais su vous taire que du silence d'1 milliard de fauteuils vides. Oui, oui, Olga, dis-leur. Non, pas ça, Olga. L'autre chose que tu m'as dite. Elle ne dira rien. Elle ne vous dira rien. 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 Olga, remonte. Remonte. Je remonte avec toi. Je reviendrai, messieurs. Le président Hachmoche. Hachmoche, Félix, il faut le recevoir. Tu crois? Mais oui, Félix, ce serait la première fois que tu dirais non. Je dis pas non, mais je suis fatigué, maman. On m'a dit qu'il fallait que je perde 3 kilos, que j'aurais la tête plus libre, si mes fesses en particulier s'allégeaient. On m'a même parlé de sport d'hiver. Ah, j'ai soif. Voilà. Je n'ai même plus le temps de boire un verre d'eau. Et je me sens un gros durillon, là. Eh bien, assieds-toi, repose-toi. Messieurs, mon fils a besoin d'un verre d'eau. Bon, qu'il entre. Mais non. Mais si. Ah, moi, je n'en peux plus. Va te coucher, maman. Je suis pas si fatigué. Mes fesses, je m'assois dessus. Qu'il entre, monsieur, comment, ce mammifère? Félix, n'oubliez pas son nom. Hachmoche, le président Hachmoche. Messieurs, mesdames... Le président Hachmoche. Monsieur... Vous pouvez vous asseoir. Non, ce n'est pas au grand peintre que je rends visite ce soir au nom de mon gouvernement. Je suis surtout poète. Non, ni au poète. La peinture, voyez-vous, m'est venue d'une boîte de peinture que maman avait disposée auprès du téléphone, voyant que j'avais tendance à griffonner. De là quelques résultats de hasard. Ah, mais au sculpteur, à l'architecte. Je suis fatigué. Mon gouvernement m'a chargé de vous faire une commande. Il s'agit d'un monument, d'une fontaine, pour préciser, dans les jardins du Luxembourg. Refuserez-vous? Pour tout vous dire, il est tout bonnement question de la fontaine de Médicis. Vous connaissez la fontaine de Médicis. Eh bien, nous vous la commandons. La fontaine de Médicis? Oui. Bien sûr, je la connais. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous me demandez quoi, au juste? Eh bien, de faire comme tous les architectes à qui on commande une fontaine. Vous dessinez un plan et vous présentez un devis. Pour construire la fontaine de Médicis? Oui. Là où elle est? Là où elle est. C'est pas possible. Je peux pas construire la fontaine de Médicis, puisque la fontaine de Médicis est déjà construite là où elle est. Oui, et alors? Au contraire, ça vous en sera d'autant plus facile. Mais non. Enfin quoi? Vous n'aurez pour ainsi dire aucun effort à faire. La statue de Polyphème, par exemple, qui doit surplomber la fontaine, eh bien, vous n'aurez qu'à y aller. Vous saurez comment elle est. Polyphème, un cyclope, oui, gros, avec un seul œil au milieu du front. Et alors? Eh bien alors, vous la faites faire dans une fonderie. La statue? Où je la mettrai? À sa place, au-dessus de la fontaine, là où elle est. Mais puisqu'il y est déjà... Raison de plus, ça sera du temps de gagner. Mais moi, là-dedans, qu'est-ce que je fais?
tout. La fontaine de Médicis. Mais puisqu'elle est faite d'avance. Alors là, mon cher ami, si vous me dites qu'elle est faite d'avance, je me demande où vous voyez un problème. Elle est de qui, la fontaine de Médicis? De qui vous voudrez. Vous pouvez ne pas la signer de votre nom, le gouvernement s'en fout, mon vieux. Vous avez tort de me mener en bateau. D'abord, monsieur... Allez-vous-en. Je refuse. Vous refusez une commande du gouvernement? La fontaine de Médicis, je la ferai pas. Voilà. Vous m'avez tenu des propos que voilà que je me sens tout étrange. Si je tombe malade, vous l'aurez voulu. Et si vous avez besoin d'une fontaine de Médicis, demandez-la à Médicis. Il est gros, il est lourd, il est tout en pierre et en bronze. S'il vous retombe sur la tête, vous l'aurez pas volé. Il est fou. Il refuse la commande de mon gouvernement. Il est fou. Et c'était du tout cuit, monsieur. La fontaine de Médicis, elle était là, où peu s'en faut, là-bas, au Luxembourg, comme le nez au milieu de la figure. Madame. Accepte, mon chéri, accepte. Quoi? Comment? Mais laissez-le donc tranquille, si ça ne l'inspire pas, les fontaines. Déjà, j'ai une chapelle à décorer. Une chapelle toute prête. Viens donc, mon Félichon, te laisse pas faire. Messieurs, je suis témoin que j'étais là il n'y a qu'un instant. J'y ai fait ce que j'y ai pu. Moi-même, je suis assez fatigué par tout ça. Par la vie. Ce matin même, dans ma baignoire, j'ai fondu en larmes. Pour rien, pour une vétille. Excusez-moi, madame. La voiture. La voiture. Mais moi, où je vais? Te laisse pas faire, te laisse pas faire. C'est à toi que tu dois te laisser aller. Tu sais, c'est vrai, cela me vient aux mains, c'est comme cette musique que j'ai faite. Mes mains étaient ouvertes comme deux robinets, et l'eau coulait, la musique coulait, je n'y étais pour rien. Mais là, mes mains ouvertes pour une fontaine fermée. Laisse-toi aller, chérie. Laisse-toi aller. Tu y vas. Papa, on vient d'apporter une grande caisse pour toi. La cérémonie, enfin. Et maintenant, messieurs, la coutume le veut. Vous le savez, c'est dans la plus stricte intimité que doit se faire la remise du Grand Prix de l'Académie des Beaux-Arts des Crassans. Walter, ça a eu apporté l'objet. Comme vous voyez, c'est une caisse. Donnez-moi ce marteau, Walter. Donnez-moi cette vroom vroom, ça ignore le nom. Félix. Félix Jean-Marie, aimé dit Félix N. Approchez, ou plutôt, asseyez-vous là-bas, côté court, sur cette façon de fauteuil d'Agobert. Ce qu'il y a dans cette caisse, messieurs, il va vous falloir attendre pour le savoir. Je vais vous prier de nous laisser seuls. Merci, oui, merci. À tout à l'heure. Au revoir, à bientôt. Élodie, même vous, Élodie, et vous, Rose. C'est une cérémonie entre hommes. Je suis le délégué de cette académie qui, de ce que... Ça y est, ils sont partis. Alors allez-y, faites vite. On a tous son temps. Je suis guère adroit. Oui, mais c'est pas poli de les laisser comme ça dehors. Puis, confidence, chaque fois que je m'assieds dans un fauteuil d'Agobert, ça doit être cet X qui coince quelque chose en moi. J'ai envie de faire pipi. Quoi? J'ai envie de pisser. Oui, obtenez-vous. Si vous m'obligez à opérer dans la nervosité, on n'en finira pas. Ça y est? Oui, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça ne vous regarde pas, tempérez-vous un peu. Facile. Puis comment voulez-vous que je le sache? C'est plein de propos de paille, de fibres, je ne sais quoi. Vite! Ça y est, je le tiens. Montrez. Patience, mon bonhomme, patience. Moi, j'en peux plus. Il y a une notice, attendez que je lise la notice. Mais faites vite. Je pense au théorème de Pythagore, j'y pense fort. C'est des trucs qui freinent, mais plus ça freine, plus l'envie devient forte, vous comprenez? Le livre, c'est pas long. J'ai lu, mon très cher Félix, je la sais par cœur. Levez-vous. Ah bah tant mieux. Voilà, je me sens d'aplomb. Vous pouvez y aller. Je vous salue, Félix Jean-Marie aimé, Félix dit Félix N. Je vous salue
Au nom de votre mère, je suis chargé de vous annoncer la propriété ici présente d'une hache. Une hache que l'Académie internationale des arts décrassants vous a impartie par un réflexe de reconnaissance à votre impact dans la modernité littéraire de notre temps à tous. Vous n'avez pas été sans butiner dans vos écoles le mythe qui attribue au dieu Hermès l'invention de la hache, dont il tira les principes éléments, boyaux et clavicules d'une tortue qui passait, et qu'il dépouilla de son écorce de cornes, préalablement vidée et tendue de cornes d'airain. Mais cette hache, sans doute, a plus de légèreté, mon cher Boède, que n'en put avoir son antique aïeul. Regardez donc ses cornes à elle. Elle ne les porte pas comme la corne dont les tortues supportent en guise de couvercle l'écrasant poids, mais avec la légèreté gracieuse de, pour ainsi dire, d'une lyre. Ne croirait-on pas distinguer, sous la pariscience de cette hache, la tête aimablement encornée d'une jeune vache pastorale? Félix, dites quelque chose. Et sans doute, cette hache est-elle de marbre, et cette vache est-elle absente. Mais la tortue ne l'est-elle pas ici aussi, hein? Et c'est pourquoi, carapace ou cadavre, n'est-ce pas Eschyle, Sophocle, Euripède, l'art dramatique de la Grèce lui-même, qu'il a reçu sur la tête cette tortue, autre mythe que j'offre à vos méditations avec celui d'Orphée. Cette hache est lourde, je vous l'attends. La voici. J'attends. Merci. Merci. Un instant, je vais la chercher. Laissez-moi la contempler de loin avant de la toucher. Hein? Elle me touche. Je lui suis reconnaissant de la forme qu'elle a. Je suis ému, je ne dirais pas au plus profond de moi-même, car je ne sais pas jusqu'à quelle profondeur de moi-même je vais. Mais touché, je le suis. Et je vous prie d'accepter, avec l'expression de ma reconnaissance, monsieur, ce billet de 5 francs que je ne puis me retenir de vous proposer en échange de cette hache dont tout l'honneur est pour moi, afin, selon la superstition, que ce lame ne tranche point entre nous le fil de l'amitié. Messieurs, pouvez entrer. Oh, est-ce bien nécessaire? Prenez-moi cette hache des bras, Félix. Elle me creuse l'estomac. Et vous toutes, mesdames gracieuses, et le vivant symbole de l'etc. Parisienne. Walter, qu'est-ce que ça veut dire? Qui, quoi? Laissez-moi le temps d'arriver. Papa, ça y est, on me l'a dit, je suis recalé. Tu veux ton verre d'eau? Tant pis pour vous. Hein? Prenez cette hache. Bravo! Oh, viens m'embrasser, Saül. Et toi, Félix, mon bienheureux, c'est la consécration, enfin. C'est le laurier saignant à croupe de cheval d'immortel. Viens que je t'embrasse, mon cher petit organe. De grâce, madame, modérez vos transports, laissez-le revenir de son émerveillement. Eh bien, rentrez, messieurs, rentrez. Une hache, messieurs. Comment une hache? C'est une hache. C'est ce que je vous disais. Hein? Bon, prenez-la, voulez-vous? Vivez! Vivez! Ben, dites quelque chose. Ah oui. Ça, c'est bien l'occasion de dire quelque chose. Hein? Eh ben voilà. Tiens-moi mon verre d'eau, ma chérie. Dites-moi, Bavelendorf, c'est une en marbre. En marbre. Ah, c'est une en marbre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui vous fait rire? Prenez. Rien. C'est comme si quelque chose me chatouillait tout à coup. Rien. Soyons sérieux, n'est-ce pas? Soyons sérieux. Mais prenez-la donc, Félix. Si quelque chose vous chatouille, vous nous le direz après. Oh, que c'est lourd. Oh, bon Dieu, que c'est lourd. Du marbre, hein? Ah oui, c'est bien du marbre. Très bien, je la garde, hein? Merci. Qui dois-je remercier? Une hache.
je vais la poser, hein. Je la pose. Tu veux ton verre d'eau, ma chérie? Oh, non, non, pas maintenant. Non. Et une hache. C'est une bien belle hache. En marbre, hein. Ça doit pas résonner fort fort, ça, dites-moi. Du marbre. Boum, boum. Tintin. Oui, mais dites, vous savez, on n'a pas prévu ça pour que vous nous donniez des concerts avec, hein? Ah oui, oh non, oh, je ne pensais pas, mais quand même, j'aime bien avoir des affaires qui marchent. Non, mais c'est très bien, ce que vous avez fait, c'est très bien. Remarquez, c'est pas dit, hein. Les cordes sont en quoi? C'est du solide, hein? Non, c'est du bronze. Ah, Du bronze, oui. Et une hache avec des cordes en bronze. Ben oui. Une hache. Merde, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette histoire? Dites-moi, j'aime pas quand je suis mal à l'aise. Moi, je vous le dirai franchement, j'appelle ça une lyre. Écoutez... Mais non, remarquez que ce soit une hache, c'est pareil, hein. Point de vue musique, en marbre et en bronze. Pour la musique, je préférais même une hache en fer et en bois. Bon, c'est vous dire. Maintenant, pour ce qui est cette hache de couper des arbres, moi, je veux bien couper des arbres. Mais je sais bien qu'avec votre chose, là, moi, je serais pas capable de me tailler un crayon. Ah, franchement, pas capable. Vous vous sous-estimez, Félix. Moi? Et puis, vous savez bien que de toute façon... Ah, oui, il n'y a que l'intention qui compte, tout à fait d'accord avec vous. L'honneur, certes, je ne m'y attendais pas. Rose, mon verre d'eau. Messieurs... Merci, mesdames, messieurs, merci. Et permettez que je m'asseye. Mais... Non, la certitude en moi a toujours été tellement vive d'avoir mérité cette miraculeuse... Où c'est qu'ils ont été chercher ça? Cette miraculeuse et si artistement impressionnante récompense, hein, tellement vive en est... On a toujours été en moi, dis-je, la certitude. Certitude de l'avoir mérité, oui, c'est ça. Cette récompense, cette... hache, en un mot, que... excusez-moi, je rigole, que tout cela m'est complètement égal. Non, je veux dire, je ne vais pas, n'est-ce pas, jouer la confusion. Maman, viens près de moi. Tous les deux, on n'est pas des modestes. Eh ben, ris donc, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as trop bu? Non? Elle rirait, monsieur. Elle rirait comme moi si elle n'avait pas, je ne sais pas ce qu'elle a. Car enfin, bref, non seulement j'ai écrit, mais tout de même, depuis le temps qu'il fallait s'y attendre. Si j'ai pas des plumes à mon chapeau, il y a tout de même de quoi rigoler. À votre santé! Quand on pense, et même s'il n'y a pas de quoi se marrer, quand on pense que c'est tout de même moi qui ai bâti les pyramides, hein. Je parle des petites pyramides, bien sûr, pas des grandes. Mes petites pyramides, à moi, place du cardinal, permettons, quoi, mes fameux petits cubes déhanchés vers la gauche. À moi, ce petit prix, ce petit pipi sur ma tête, et il y en a qui s'étonnent que je rigole. Et quand on pense en plus à ma grande exposition de peinture au mazout l'an dernier, exposition cataloguée premier violon au concert des petits bols d'Hermine, franchement, quoi. Les honneurs de Vinci, sans blague. Et tout, le fromage. Souvenez-vous du fromage. Moi, une hache en marbre. Moi, le patron du fromage. Et l'oiseau qui ne voulait pas voler. J'en pleure. Moi. Oh, la crise. Ça doit être le champagne. Félix, vous avez vu. Donnez-moi ce verre d'eau. Monsieur Van Volendorf, vous allez me rendre ce verre, il est à papa. À Volendorf. C'est pas moi. Walter, vous allez me faire mal. Elle est très lourde, cette... Moi aussi, j'aime à m'amuser, mais si c'est lui qui rigole, vous appelez ça une hache, vous. Eh bien, moi, je l'emporte chez moi. Qu'est-ce que vous en ferez? Monsieur Walter, calmez-vous. Je suis parfaitement calme. Ceci, oui ou non, est-il une hache? Bon, on a dit que c'était une hache, on ne va pas dire le contraire maintenant. C'est vrai, Walter, on ne peut pas. Mon cher Félix. Ça a toujours été comme ça. Oui, la grande joie, son mariage. Je parle du premier, mais même le second, quand la première a été morte. Ce n'est pas qu'il ne puisse pas, comme tout le monde, commencer par les larmes et finir par les larmes. Non, mais quand un peu de joie l'effleure, c'est tout de suite la grande joie. Il y monte. Comme déjà tout petit, il montait aux arbres. Et
Et puis crac, on ne sait quoi. Une branche qui casse, le voilà par terre. Oh, ce n'est pas non plus qu'il se soit fait grand mal, mais comment dire, ce n'est pas de cela qu'il se met à pleurer, mais... Non, ce n'est pas d'être par terre avec quelques membres brisés, non, non. Ce n'est pas d'être par terre qu'il se révolte avec ses convulsions et ses larmes, c'est comment dire, c'est qu'il sent qu'il est tombé plus bas que par terre. Beaucoup plus bas, à des profondeurs telles qu'il sent bien qu'il est à jamais perdu, au plus profond, que rien jamais ne pourra le remonter. Et moi, sa mère, je vous dis ça parce que ce n'est pas un secret à lui qu'il garderait et qu'il faudrait garder. C'est l'expression même de son visage à tous les instants de sa vie. Oui, c'est sa vérité. C'est sa parole la plus sincère. Hein, mon Félix, montre ton visage à la foule. Montre tes larmes. Montre-toi là, bien en face, le visage défiguré par les larmes. Regarde ainsi le monde bien en face. Madame, monsieur, messieurs... Je crois qu'on peut s'en aller. Par où? Par les portes. Walter, ma hache, s'il vous plaît. C'est une hache qui m'appartient. C'est à moi, non? Oh, lourde, je sais, mais on me l'a donnée. C'est pour en faire quelque chose. Félix, vous devriez aller vous coucher. Non, il faut que j'y réfléchisse. Tu veux un verre d'eau? Non, j'ai ma hache. Voilà qu'il fait tout à fait nuit. Il faut que je réfléchisse. Je vais réfléchir cette nuit dans la maison. Bonsoir. Bon bah, éclaire un peu où qu'on est. Je crois que j'ai mis le pied dans un pot de peinture. C'est ma chambre. C'est ma chambre, tu vois. Il n'y a pas de pot de peinture. Je comprends pas. Quoi? Qu'on entre dans le noir comme ça par un escalier que je n'avais jamais vu. Avance. Je n'avais jamais vu, ni la porte. Et cette lampe. Quoi, t'es saoul? Ou alors si c'est tous les jours pareil? Pour rentrer dans ta chambre. C'est ta chambre ou quoi? Oui. Tu fais ça pour que je te croie folle ou non? Attends que j'allume. Oui, oh. C'est mon lustre. Eh bien, ferme ta lampe d'abord, qu'on y voit plus clair. Et puis après, tu m'expliques, hein. Tu sais plus quoi en faire de ta lampe, hein. Explique-la d'abord. Après, tu me la donneras si tu veux. Ça t'étonne? Eh bien, c'est comme ça tous les soirs, Walter. Quand je rentre seule, c'est comme ça que je rentre, avec ma lampe de poche, par ma petite porte que j'ai découverte entre celle de la cave et celle de la cuisine. Toute seule, je l'ai découverte. Et la clé, il n'y en avait pas. Toute seule, je me la suis fait faire. J'entre par ma porte, dans ma maison, sans que ça regarde personne. Personne ne le sait, chez moi. Oui, chez moi. Pas dans la maison, dans ma petite maison, par ma petite porte chez moi. Pas par la grande porte, Walter, si c'est ça qui te manque. Pas par la grande porte, par aussitôt que j'entre, c'est toute la lumière d'une grappe de lustre qui m'entre dedans, tellement que c'est pas la maison, c'est moi qui s'illumine, en plein milieu du hall, écorchée vive, même quand j'ai rien à cacher. Leur lumière. Tu appelles ça entrer quelque part, toi? Par la grande porte, moi, c'est la maison qui m'entre dedans, avec leur lustre à tous, à chacun son lustre. Celui pour l'œil de ma belle-mère, l'œil d'Élodie, ses yeux sur moi, leur lustre. Celui pour le petit gamin Saül qui sait d'où je viens et qui m'épingle de son petit regard de fouine heureuse. Celui de lustre qui sert à la vision de l'oncle Obloffet. L'oncle Obloffet, son buste. Des lustres pour me faire frire quand je rentre, plein soleil sur moi. Pauvre petite, quand il faisait nuit dehors. C'est ça, rentrer chez soi? Un lustre pour belle-maman, le lustre d'Obloffet, le lustre de Saül. Ton mari, lui, n'a pas de lustre. Quand je rentre la nuit, lui, je pourrais rentrer nue. Il ne me verrait pas. J'aurais une paire de projecteurs braqués sur chacune de mes fesses. Félix ne verrait rien. Rien ne le frappe. Morte, je rentrerais sans que ça le frappe. Mais ces lustres portent son nom au bas de leur facture. Ils sont à lui.
Alors tu comprends pourquoi je rentre par une porte à peine praticable, entre deux tuyaux d'égout, à la lueur d'une petite lampe de poche que je me suis achetée avec mon argent de poche. Tu comprends que c'est grâce à tout ça que je rentre chez moi vraiment et que je couche dans mon lit. Eh bien, couche-y toi. Qu'est-ce que je fais de mon sapot? Oh, mais assieds-toi. Mon ami, assieds-toi. Ton chapeau, donne. Je vais l'accrocher. Où? Là, avec tous ces chapeaux? Je préférerais que tu le gardes, il te va si bien, on dirait qu'il te va comme un couvercle. Je suis ridicule. Tu es chez toi, Walter. Et j'ai des paquets plein les bras. Maintenant que je suis chez moi, donne. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu as raison, il te vend bien. Tout me va bien. Tout te va bien dans ce fauteuil. C'est quoi? Donne. C'est des livres? Quand je rentrais toute seule chez moi, toute seule, tout au début, c'était pour meubler ma soirée solitaire. Et ça? Encore avant, c'était des caramels. Du premier soir, elle date la compagnie des caramels. 200 grammes. 100 grammes avec les livres, 100 grammes comme quantité suffisait pour la nuit. Et moi? Toi, tu es mon Valti. Je trouve que tu as l'air heureux. Je m'emmerde. Tu as des yeux qui brillent pour moi seul. Je préférerais l'hôtel. Tais-toi. Je me sens de plus en plus mal ici. Et de l'autre côté? Quoi? Les portes. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a au moins deux d'importantes. Celle par où tu fais entrer tes petits Walter. Et l'autre, celle-là, la principale, qui donne, je suppose, sur le vestibule. Là où il y a tous ces lustres que tu m'as dit. Elle est fermée. Il n'entre jamais. Félix? Sauf qu'il est somnambule, il n'entre jamais. Somnambule, Félix. Pourquoi lui chercher toujours des excuses? Ce n'est pas de sa faute si on l'oblige à marcher à travers pendant la journée dans des chemins qui ne sont pas les siens. Ni de sa faute si on l'empêche de dormir horizontal. Chaque soir, il se cherche un lit. Et que faites-vous ici, Walter, après tout? Mais, enfin, pourquoi toujours le plaindre comme un Victor Hugo mort à 5 ans? Parce que je l'aime, Walter. Et pourquoi lui mentez-vous, Rose? Est-ce parce que vous l'aimez? Mentir. Voilà le grand mot lâché. Et qu'il lui mentirait si je ne lui mentais pas? Son bonheur si je ne lui mentais pas, qui le lui donnerait? On n'assied pas sur un mensonge le bonheur de quelqu'un, comme sur une chaise à 3 pieds. Ah, je vous en prie, Walter, ne hurlez pas! Ne vous fâchez pas, moi non plus. Je n'aime pas qu'on hurle quand je suis ici dans un appartement discret. C'est-à-dire pas chez moi. Ça me met hors de moi. Quand je ne suis pas chez moi, qu'on me hurle des phénomènes comme si j'étais dans mon living room. Quel rapport? Rapport? Eh bien, rejetez-le-moi, votre mot, et faites bien attention si je hurle. Quel mot? Je mens. À qui? À Félix. Oh! Ne dites pas que c'est vous qui me forcez à mentir. Non. Ce ne serait pas vrai. Non. Si! J'ai dit non. Vous avez dit si? Comme si pour vous, à cause de ne sais quoi, de vos chopigneuseries aux 14 roses bleues. Et pourquoi 14? À cause des 12, ça me semblait 2 de pas assez. Et pourquoi bleu? À cause des rouges et merde. Merde? Merde. Alors si c'est ça maintenant que vous me lancez à la figure, vraiment de quoi j'ai l'air? D'une andouille, Rose. Mais ce n'est certainement pas pour vous acheter des bouquets de 14 roses que je vous ai aimé. 14. Toutes les fleuristes se foutaient de moi. Il y en a 12 pour la dame, une pour le chien et une pour le cocu. 14. Et Chopin. Je vous aime. Et c'est pour ça Et c'est pour ça que quoi? que vous me le jetez à la figure. Que quoi? Que je lui mens. Si c'est pas pour ça que vous lui mentez, dites-moi pourquoi c'est. Moi, je me prends les pieds dans les oreilles. Je lui mens, espèce de salaud, je lui mens parce que... Qui c'est qui lui mentirait si je ne lui mentais pas? Quoi? Avez-vous réfléchi à ça, pauvre mâle? Je dis pauvre mâle, vous êtes tous pareils. On ment, oui, on ment. Qui c'est qui ment? C'est moi. Je trouverai sûrement personne pour me remplacer. C'est comme le gaz. Le gaz. Si j'avais plus de gaz, qui c'est qui nous éclairerait s'il n'y avait plus de gaz? Je dis le gaz à cause de cette mode aujourd'hui, que l'électricité ne se fait plus que chez les bourgeois commerçants et autres pauvres couches sociales qui ne peuvent plus rien se payer. Alors, m'accusez pas de mensonge, mon petit Walter, parce que ce mensonge, Félix, il en a besoin comme de sa part de gaz. Besoin. Vous outrepassez quelque peu une chose au moins aussi bien partagée que celle du gaz. Le bon sens. Et son bonheur, c'est pas à mon mensonge qu'il le doit, Félix? Mais allez-y. Allez-y donc là lui dire la vérité, si c'est ça pour vous son bonheur. Moi, je l'illumine. Chaque jour, je l'illumine. Je fais son bonheur. J'allume son bonheur comme notre allumeur chaque soir nous allume notre gaz. Bon. Très bien. Où est le piano?
Il y avait un piano ici. On a descendu? Oh, je sais bien que je dis des bêtises. Mais j'aime Félix. Pourquoi? Quand on aime le piano, on a un piano. J'en avais un, je l'aimais. Vous aviez un mari, vous l'aimiez? Plus rien. Ni vous ni moi, on n'a plus rien. Alors, voulez-vous m'expliquer ce que nous allons faire? Entrez, Félix. Entrez. Eh bien oui, je n'ai pas craint de te déranger, ma chérie. Ah, vous êtes là, Walter. Je me demandais pourquoi la porte tardait tant à s'ouvrir. Rose, tu n'as pas froid? Vous devriez, Walter, me demander la permission d'entrer chez ma femme la nuit. Oh, mais... Je sais bien. On dirait cette nuit que nous avons tous quelque chose d'urgent à dire à quelqu'un. Je ne sais pas de quoi vous causiez. Mais moi, j'ai tant de choses à dire. Je vais rentrer chez moi. Oui, ça vaut mieux. Vous ne me dérangez pas, cependant. Rose, veux-tu me rendre mon verre d'eau? Ah, le voici. Je crois que j'ai assez travaillé. Cette hache est terriblement lourde. Il faut que j'aille encore une fois embrasser maman dans sa chambre, là-haut. Je ne t'embrasse pas, Rose. Je ne suis pas digne. À vrai dire, je ne me sens pas là ce soir. Il me semble que je n'ai plus de corps. Je pense être passé à travers plusieurs murs avant d'entrer chez toi. Est-ce que quelqu'un qui passe à travers les murs sans les sentir peut embrasser quelqu'un, même s'il l'aime? Bonsoir, Félix. Je garderai ton encrier. Oui, oui. Wollendorf, avez-vous une cigarette? Oui, bien sûr. Servez-vous. Alors ouvrez la bouche. Oui. Et hop! C'est malin. Je n'aime pas qu'on se moque de mes petits camarades. Quel petit camarade. Félix. Allons, parlez. Mais moi non plus, la hache. Comment croyez-vous que je l'ai prise? C'était marqué sur le prospectus. 6 juin, une hache, un marbre. Et vous avez trouvé normal cette hache? Non, c'était un luth, je suis bien d'accord avec vous. En marbre? Eh oui, en marbre. Je me suis dit, c'est plutôt bizarre, ils ont dû se tromper à l'emballage. Qui? Il? L'Académie universelle des arts décrassants. Et ça existe, ça, l'Académie universelle des arts décrassants? Mettez-vous ça dans la tête, Walter, toutes les académies existent. Oblofet lui-même... En vertu de quoi, je vous prie? En vertu des académiciens. Vous-même, Walter, de quelle académie niez-vous être l'académicien? De toutes, Wollendorf. De toutes. Sauf d'une, à vrai dire. Mais vraiment toute petite. Si petite à la vérité que je n'en ai jamais parlé. Félix! Oh non. Félix, est-ce que vous ne le saviez pas dès le commencement? Non. Non, je m'en vais, je pars. Vous riez. Je vous ai entendu. J'étais sorti sur le palier supérieur de votre escalier, à l'étage des orgues, là où j'ai mon piano. Si je vous disais que mon piano, moi aussi, me fait rire. C'est vrai. On croit toujours, quand on reçoit la fiente d'un pigeon sur le capot de sa voiture, qu'on est le seul à avoir de mauvais rapports avec Dieu. Vous partez. Est-ce que vous croyez que j'ai jamais cru en vous, dites Félix Jean-Marie Aimé Félix, dit Félix N. Vous n'avez jamais valu pour moi le quart du petit bout de plâtre que j'arrache ici à la narine d'Oblofet. Tenez, vous le voulez? Cru. Est-ce que par hasard, Félix, vous vous croiriez quelque chose de cru? Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur l'Opéra de Paris? Non?
Cette chose à quoi tout le monde croit. Et la tour Eiffel, sans Dieu, de croire rire. Voilà ce qu'il nous faut à nous, Félix. Quoi? Est-il un objet plus ridicule que mon piano? Pas même un urinoir. Moi, l'urinoir à côté de mon piano, j'y vois même sans l'envie d'y pisser. Du sérieux. Et je ne parle pas d'un piano dans les Alpes. Allez où boivent les vaches. Et monsieur s'en va, monsieur part. Êtes-vous devenu bête, Félix, ou vraiment l'avez-vous toujours été? Ce n'est pas cela, Walter. Il faut lui redonner du courage. Vous ne vous en mêlez pas. Est-ce parce que je sors de la chambre de Rose, Félix? Quoi? Je ne sais pas, je demande certaine importance démesurée. Vous sortez de la chambre de Rose. Ah ben, voulez-vous que je vous dise, Walter? Oui, je veux bien. Êtes-vous devenu bête, Walter, ou bien l'avez-vous toujours été? Vous sortiez, ne me mettez pas en colère. Sortir, il s'agit bien de sortir. Je ris tout seul, et après, vous m'avez pas entendu pleurer? Puisque vous dites, ça sert à quoi sortir? Puisque je le sais, puisque je vous ai vu sortir de la chambre de Rose. Mais je pars, voilà. Assez, monsieur la Lévénienne, assez! Félix. Vous, Walter, taisez-vous. Qu'est-ce que vous trouvez à raconter à des moments pareils où Félix, Jean-Marie Aimé s'en va? Des histoires de cocu, Félix, je vous apporte du travail, du concret, voilà ce qu'il lui faut. Véniel, tu vas voir si je ne sais pas te faire taire. Félix, c'est tout simple. C'est pour l'opéra. Un ballet. J'ai déjà la musique. Walter m'en a fait entendre un accord. Un ballet. J'ai pas le temps, j'ai une chapelle à décorer dans Raison l'orme. Raison de plus. C'est un ballet qui se doit danser soi-même dans une seule chapelle et une seule fois. La chapelle de l'opéra. Quel sujet? Polyphème, Assis et Galatée. Coïncidence. Non. Monsieur H-Moche. Commandite du gouvernement. Écoutez, Félix, je vous danse la scène. Polyphème, un seul œil au milieu du front, s'avance en bronze, et vous savez le poids du bronze. Et la musique. Par-dessus. Et à ses pieds, en marbre, la bergère Galatée et son berger Assis. Et tout à coup, c'est là que vous intervenez. L'argument est de vous. Hop, 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 et hop, Polyphème fait un saut en l'air, et dans son entrechat, paf, il lâche un paix et perd son œil. Alors, vous inventez mon œil me nuait. Ils dansent à la recherche de son œil, tandis que de leur côté, Assis et Galatée, vous inventez l'argument, n'est-ce pas? Font des gambilles de joie l'un parmi l'autre, et l'un acquis mieux dans leur effort, il fait des paix. Et bam, bam, paix de Polyphème, et bzzz, bzzz, paix des deux amoureux. Vous êtes complètement fou. Non, mais quel scandale! Le scandale de la saison! Bromodroff n'a plus qu'à signer son engagement pour Lausanne. Et cette fusion intime de la musique et du geste, prout, brom, Maman! C'est un argument, ce n'est que cela, Félix. C'est pas sérieux. Pas sérieux? Walter fait la musique! Musique, Walter, faites-vous la musique? Pas sérieux. Je ne me dédie pas. Il ne se dédie pas. Je n'ai rien dit. Mon chéri, si l'argument est de vous, tu le dépasseras. Rappelez-vous ce que Van Gogh a fait d'un crottin de cheval. L'argument, toujours de moi, l'argument. À condition que rien ne vous soit pinceau ou contrainte, Félix. À condition que toute la liberté de votre invention s'expansionne dans cette création collective, certes, mais dont vous restez le chef, le maître, le cerveau. Je vais en parler à maman. Vous auriez tort de refuser, Félix. Vous êtes fatigué. Je suis fatigué. Il est fatigué. Il l'est, Marchecru, il l'est. Je vais me mettre en colère. Bon, nous en reparlerons demain. Bonsoir. J'allais voir maman. J'ai besoin d'aller voir maman. Quoi, c'est toi, mon petit Félix? Tu es debout? Entre. Je ne dormais pas, j'étais dans le noir et j'avais peur. Comme à l'approche de quelque chose qui va paraître, j'entendais comme les pas d'un ours énorme et tout noir. Suis-je folle? C'est toi qui es venu, voilà tout. Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a quelque chose? Non. J'entrais, j'étais préoccupé. Il y a si longtemps que tu n'es pas venu. Mais non, la semaine dernière. Viens te coucher près de moi. Quand tu étais petit, chaque nuit, c'est toi qui hurlais et je me poussais au bord du lit à gauche. Et toi, tu te glissais entre les draps de droite. C'est que je suis préoccupé. Viens. Non. D'abord, j'ai jamais su de qui je prenais la place. Elle est pas mal, ma vache. Hein? Il y a longtemps que tu n'as pas peint. Papa, finalement, s'il fallait que je fasse son portrait... Ce n'est pas la peine d'essayer. Et toi? Moi, je ne sais pas peindre. Donne-moi un verre d'eau. Oui? Prends un verre d'eau. Oh, tu sais, l'eau. Allez, pose ta lyre. Ma hache. Ta hache. C'est cette histoire de ballet qui me préoccupe. Si tu as envie de le faire, ne résiste pas. Marche crue a quelquefois des idées... Qui vont loin, hein. Cette histoire de géant qui pète et qui perd son œil. Félix a déjà été pareil avec les chèvres. Oui, le film sur le nougat, sa fabrication noisette par noisette. Si tu t'occupes, si ça te préoccupe, c'est toi qui viens de le dire. Si tu prends la chose et que tu en fais ta chose, c'est toi qui la crée. Félix, ne m'oblige pas à te répéter que tu as du génie, cher Félix. Je suis fatiguée à un endroit du cœur. Non, maman, ils me disent Polyphème, et alors moi, je veux pas tourner en manège. S'il y a Polyphème, bon, ça va, c'est de Polyphème que je m'occupe. C'est occuper de tas de gens, du moment pour en faire des opéras, des courts-métrages, des systèmes et jusqu'à des salles de bain pour la duchesse Duc. C'est une très bonne idée pour un ballet, Polyphème, petit Félix, mon chéri. Bon, mais attention, maman, qui c'est Polyphème? Hein? Un grand bonhomme, trop grand, avec un seul œil au milieu du front, là, comme une mouche. Moi, je veux bien qu'on danse même avec une mouche. Mais pourquoi l'autre, là, le député, avec sa fontaine de Médicis? Dis, maman, ça va pas bien? Et un soleil en plus, là, quelle horreur, là, au milieu du front, qu'à chaque instant ça devait le gêner, cette mouche. Polyphème, il avait sûrement envie de se donner, boum boum, un coup sur cette mouche au milieu de son front, et pan, en plein dans l'œil, que ça devait lui faire du mal. Et tout ça pour surveiller qui? Assis et Galatée en bas. Il baissait le menton, comme quand on bave, vers le bas. Assis et Galatée, eux, ils baisaient, pas même comme lui en bronze, mais en pierre, eux, et tout nus, en pierre nue, comme l'innocence, papa. C'est la première fois que je parle de mon père. C'est la colère qui me fait rajeunir, qui me fait tout petit, tout nu en pierre, sous ce grand Polyphème en bronze. Lui, son seul œil en bronze. Et lui, ce député, l'innocence, tu parles, qui vient me mettre ce seul œil au plafond. Qu'est-ce que c'est que ce seul œil, maman? Vais-je pouvoir dormir avec cette grosse araignée au plafond de ma chambre, ce gros œil tout seul, qui va pleurer de solitude une à une des larmes qui tomberont toutes seules? Tic-tac, 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 ce gros œil, marié au gros œil du réveil matin. Maman! Comment ça se fait-il que ma nuit s'est déjà passée? Qu'est-ce que j'ai fait de ma nuit, maman? Maman, tu te réveilles? Dis, maman, tu veux bien que je reste couché avec toi encore un peu? Dans ton lit, dis, maman. Tu bouges pas, dis. Maman. C'est le réveil matin qui s'est trompé. Ou c'est toi qui ne vas pas bien? Dis, maman. Hé! Si c'est pas le matin, on peut encore un peu travailler. On travaille si bien tous les deux quand tu veux bien. C'est toi qui me donnes toutes mes idées. C'est comme un robinet qu'on ouvre, je te pose la question et la réponse vient toute seule. Hein? Polyphème, moi tu sais, je m'en fous. Autant ce sujet-là qu'un autre. Hé hé. Maman. Polyphème. Ça va pas, dis, maman. Polyphème. Tu veux un verre d'eau? On a bien travaillé tous les deux, dis-moi, mon Félix. Je suis heureux, maman, tu sais.
Il ne faut pas. Mais je sais bien qu'il ne faut pas. Ce député, ce Polyphème, il n'y a pas de quoi être heureux. Hein? C'est pour ça que ça m'amuse. Ça peut pas t'amuser, Félix. Cette pointe au cœur qui me fait tousser. Tu tousses. Mais on aura bien travaillé tous les deux, dit mon Félix. Oh, j'ai quelque chose dans la tête. Quelque chose qui m'oppresse, qui remue, qui témoigne. Je sais ce que c'est. On peut pas voir à l'intérieur de sa tête, mais je le sais, par l'intérieur. Ce que j'ai à l'intérieur de la tête, c'est une tête. Une tête plus petite. Une tête de quoi? Une tête de moi. S'il y avait cette différence de taille, je ne la distinguerais pas de ma tête. Mais elle est si petite à l'intérieur, les yeux ouverts et la bouche aussi, un peu étouffée. Quand je secoue la tête, à droite et à gauche, elle ne bouge pas. Elle ferme les yeux et attend que ce soit fini. Quand ma tête ne bouge pas, c'est elle, à l'intérieur, qui remue de droite et de gauche, vivement, comme pour dire non. Ça me fait un peu mal, mais surtout j'ai l'impression que ma tête est beaucoup trop pleine. Tiens! Elle a fait demi-tour. Elle regarde ce qui se passe du côté de mon dos. Maman, tu vas pas me faire ça, dis. Dis, maman. Que maman me fasse ça, non. Les autres, je veux bien, c'est leur droit. Quand ils veulent, ils le font. Ils n'ont rien signé avec moi, on est libre, on meurt. Il y en a bien qui jouent au football à leur âge. Et ne serait-ce que Gennaro qui se peint la paupière supérieure en violet. Bon, qu'il meure, on est libre. Mais toi, maman, il y a quelque chose qui va pas dans cette affaire. Hein. Qu'est-ce que tu as? De quoi te plains-tu? C'est un problème de petites choses à remettre en état. Hein? On n'a pas d'écrou, je ne dirais pas un écrou, un quart de tour, 2 clés à molette, mais quoi? Ça doit être du domaine, hein? Dans les choses possibles, dans le domaine du pratique. Allô, Léon. Je voudrais parler à Léon. Allô, Léon? Léon, maman ne va pas bien. Son ventre, non. Non, ni sa tête. Non, je ne te téléphonerai pas. Il s'agit de quelque chose, oui, de quelque chose comme ça, oui, en général, de quelque chose qu'elle aurait. Ne parle pas de la mort, tu sais pas ce que c'est. Tu m'embêtes. Non, Léon, tu m'embêtes. Tu m'embêtes. Eh ben, je ne demande rien. Non, je te demande rien. Rien. Voilà. Léon? 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 Ma mère est morte. De cela, du moins, je suis sûr. Maintenant, je peux monter l'escalier jusqu'au 5e, jusqu'au 6e, et frapper du doigt le bois de la porte de la bonne, là où il y a une bonne. Et au 7e, là où il n'y en a pas, cela rendra le même son que quand j'ai frappé de mon index replié le nez de monsieur, de madame, ou du crapaud en marbre, de ma mère à monsieur, un crapaud, une dame, qu'est-ce qu'un cadavre? Ça résonne intérieurement comme un petit morceau de bouchon, comme un grand monument de marbre. Ou donc, est-ce qu'on a le plus de mal à l'oreille à cause du silence, au doigt qui frappe à cause de l'impossibilité de faire du mal,
J'émouvais tellement ma mère, figurez-vous. Je n'avais qu'à paraître pour imposer au monde la tendresse dont il semble incapable et dont j'étais bien preuve qu'il est capable. Mon monde, mon monde, mon monde, tendre comme la main dans laquelle on devient de l'argile, argile, agile, argile, argile avec ta paire d'ailes intérieures, argile d'envol, agile. Je monte, moi, marche par marche, un escalier que je voudrais qu'on ne puisse pas arrêter. Et comme j'ai ma hache à la main et qu'elle est lourde et que je pleure et que je ne suis qu'un fils de morte, je me retrouve ainsi, dessus sur les genoux, à moitié vidé de moi-même sur les marches, les innombrables marches qui descendent, dégringolent, les marches qu'on montait et qu'on regarde redégringoler comme un paradis qui s'écroule. Grain de poussière, mon camarade, as-tu souffert? Est-ce qu'on n'est pas tous les deux un petit peu romantiques? Et là, je vous dis merde. Moi, j'emporte mon chéquier. Et qui c'est qui file dans sa de Dion Grand Sport? C'est Bibi. Et s'il y a quelqu'un qui me dit, drôle de façon d'être fils pour un fils dont la mère vient de rendre son âme au crottin qui venait tout juste il y a 60 ans de la lui prêter, à celui-là, je lui répondrai, ça te regarde? Et si tu veux la rejoindre, ma maman, j'ai 6 étages par-dessus ma balustrade pour te basculer par-dessus et te la faire rejoindre au sous-sol. Fumier, ordure, miroir à mettre en milliers de miettes, un miroir de miroirs. Je vais dormir sur mon lit, dans ma chambre. Je suis couché. Oh, maintenant, moi je veux bien cette maison toute noire, toute vide. Il y avait quelque chose dedans. Quelqu'un. Ma mère, dit-on. Maintenant, il n'y a plus personne. C'est vide. J'ai beau tourner autour de moi-même, j'ai beau tourner autour de ma tête. Non, je ne meuble pas ce creux. Sur n'importe quoi je cognerais. Rien ne me répondrait. Le creux seul sonnerait, comme dans un puits. Ma femme s'appelle Rose. C'est bien la preuve, ce creux, qu'elle n'a pas de présence. Elle veille sur moi, oui, mais de loin. Elle me laisse faire. C'est étonnant comme tout à coup, tout me laisse faire. Et je tourne, fabriquant la nuit autour de moi, comme une carapace de cornes, comme un cercueil. Je suis là tout seul, avec ma lyre sur mon ventre. Mon fils, n'en parlons pas. Où est-il? Maintenant, ils vont se mettre à exister de nouveau. Ailleurs, maman. Toi, tu existais, tu étais là, dans cette grande maison vide. Tu n'es plus là. On les avait chassés. Ils vont revenir. Ils vont venir. Je crois que je vais m'en aller. Oh, j'ai beau fermer les yeux. Ce n'est pas mes yeux qu'il faudrait que je ferme, ce sont ces témoins beaucoup plus attentifs qui regardent beaucoup plus loin. Ce sont mes oreilles qui montent la garde. On se tait dans cette maison. C'est effrayant comme on se tait. Rose doit se taire, toute seule là-haut. Saül se tait encore un peu plus haut, là-bas. La maison est vide. On va frapper. On va frapper des coups au mur. Je vais les entendre. Ils vont venir
Ils vont venir m'interroger, me demander ce que je fais là, dans cette maison vide, avec ce corps vide, ce ventre vide sur lequel pèse cette chose lourde. Je n'entends rien. Si du moins cette lyre pouvait faire quelque bruit. Les cordes sont de cuivre. Ce n'est pas un véritable instrument de musique, c'est un instrument à faire du silence. Je beau te gratter, essayer sur toi ce que je connais de harpe, aucun bruit ne sort de toi. Tu es un instrument de silence, tu fais du silence avec mes mains. Maman, elles se taisent toutes les deux, noires et en cire et blanches en marbre, dans un noir gonflé d'espace. Ils vont venir, ils vont frapper des coups. Non, pas même à la porte, ils n'oseraient pas même à la fenêtre, non. Au mur, peut-être. Peut-être sur la tuyauterie. Sur la tuyauterie de l'eau courante ou du chauffage central. Ils vont frapper. Qu'est-ce que je ferai? Ils vont frapper. Je ferai ma valise. Ils vont frapper. Je ne resterai pas dans cette maison. Ils vont frapper. Quoi? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Il va pas s'en aller. Il est bien trop content. Il y a des années qu'il attend la mort de sa mère. Ça y est, maintenant il est délivré. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Frapper encore sur le tuyau. Je m'en vais. Je m'en vais. Vous n'avez qu'à frapper encore. Il va venir. Vous le connaissez bien. Au fond, c'est un gros cochon. Ma fesse, ma cuisse. Il sera tout comme un poulet. Il aimerait beaucoup vous retrouver dans votre lit cette nuit. Vous êtes folle, voyons. Mais si, je vous assure. D'ailleurs, c'est un jour de fête. Écoutez, venez par ici. La cheminée. La cheminée? La cheminée. Frappez dans la cheminée. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles veulent? Quoi? Je veux m'en aller. Mais regarde-le. Il a peur. Il sait plus où se mettre. Mais regarde comment il est. Sûrement qu'il était en train de faire quelque chose de pas très convenable. Cochon. Ça, il n'aurait pas tellement peur. De se faire voir. Par tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait de cochon? Mais regarde-le, par le trou. Colle ton œil au petit trou. Tu le vois? Oui. Oh oui, voilà, je le vois. Oh, il est tout rouge. Il est tout nu. Cochon. Je vais encore cogner dans la cheminée. Le perd pas de vue par le trou de lustre dans son plafond. Je vois tout ce qu'il fait. Cogne. Mais quoi? Regarde. Mais recule-toi. Oh, il a deviné qu'on l'écoutait. Oh, quel salaud. Attends, on va bien voir. Mais pousse-toi que j'écoute. Alors, tu viens, chérie? Il se demande si ça vient du haut ou du bas. Oh, frappe en haut. Mais frappe en bas. Non, je m'en vais. Je n'ai plus rien à faire ici. Allez, je m'en vais. Maman! Je suis en train de devenir fou. En train, c'est les vacances. Je m'échappe, je m'évade. Je deviens fou. J'ai des pustules qui me poussent dans la pensée. J'ai l'intelligence qui ballonne et vacille. Vacillons, en l'air, les ballons, nous filons, je file. Viens ici, toi. Qu'est-ce que je fais de ta mère, là-bas, avec ses migraines qui parlent, hein? Oh, tant pis, elle me rejoindra. Oh, hé, adieu! Je m'en vais! Elles vont tonner. Elles tonnent et je m'en vais. Je suis parti s'étonner. Attention. Ça, c'était dans l'armoire. Au revoir! J'ai perdu l'esprit. Mais papa, t'en vas pas! Mais t'en vas pas! Où t'en irais-tu? Monsieur l'abbé! Monsieur l'abbé! Papa va s'en aller. S'il y a quelqu'un qui d'ici s'en va, c'est tout le monde qui s'en va. Et moi qui m'étais mis en pyjama, monsieur l'abbé. En pyjama comme si la nuit était tranquille. Et que je m'étais collé dedans, monsieur l'abbé. De toute ma colle. De toute ma confiance. Il n'ira pas bien loin, mon enfant. Le monde n'est pas si grand. Hélas, comme votre monde, mon Dieu, nous aura été étroit. Mais partir, Saül, votre père, songez-y, quel courage. Partir ainsi, en plein succès.
avoir su discerner la faute dans ses œuvres les plus sincères, avoir su voir, dans la gloire la plus méritoire, un masque, et se l'être arraché pour voir l'araignée qui croupit dessous. Le manque sous le masque. Cette araignée de manque. Mais ce n'est pas ça. C'est grand-mère qui vient de lui manquer. J'entends papa qui cherche quelque chose à boire dans le réfrigérateur. C'est moi, monsieur l'abbé. C'est moi qui aurais dû partir. Et c'est sa mère qui meurt. Le réfrigérateur, manger. Félix. Félix. Eh bien, Félix, qu'est-ce que tu fais là? Rien, hein. Je mange. Bonsoir. William. Rose, Darius, Walter, monsieur l'abbé. Il est parti. Qui m'a réveillé? Je reconnais mes deux oreilles à cette façon d'architecture qui vient de se refaire en elle. Aurais-je dormi si longtemps? Je reconnais le soir. Il a dû faire beau. Un oiseau frappe l'air avec le petit fouet de son bec. Le soleil plonge. Pas besoin de fermer les yeux, lui ferme le sien, tout rond, tout seul. Pour tous les nôtres, deux par deux. J'ai dormi dans un ruisseau. Voici qu'il pleut. À la fin d'un beau soir. La pluie m'emplit la tête par l'oreille, que j'ai double, l'une à droite et l'autre à gauche. Sans mes oreilles, est-ce qu'elles seraient là, la droite et la gauche? Je serais tout seul prisonnier du point unique du bout de mon nez. Qu'elle tombe par mes oreilles, la pluie. La grâce et le sourire d'une grenouille passent par mes lèvres et s'espacent et fait d'elle comme un horizon. Si j'avais une glace pour me voir, je me verrais qui sourirait. Est-ce que je souris? Oui, je le sens à mon sourire. Je souris. Mademoiselle, ne vous mouillez pas les pieds. Je vous porte. Oh. Au soleil qui s'éteint comme si nous tous n'avions qu'un œil et que cet œil se ferme. Au soleil, je porte quelqu'un. Regarde, je suis utile. Utile. Mademoiselle, le monde entier ferme son œil. Fermez les yeux, je vous transporte jusqu'à votre pointillé, mais pas plus loin. Là, je m'arrête et après, vous dormez. Hein? Dormez. Mais jusque-là, je suis utile. Utile, même dans la nuit. Je suis utile. Il pleut. Et dans quel coin sec? Vous ne dormez pas, mais vous ne dites rien. Vous avez l'air d'une Alsacienne sur une boîte de biscuits, parmi les anges. Eux tous à l'horizontale, entièrement occupés dans le vent à gonfler les trompettes de la renommée, tandis que flottent derrière eux leurs ailes, à la manière du grand ciel, comme une fanfare qui s'éloigne, et le tout en bleu, comme le bleu du ciel qui vient de disparaître. Il a disparu, le croirait-on? Il s'est tu, laissant derrière lui les étoiles, petite figure de son silence. Quel silence, n'est-ce pas? Je vous porte en silence. Quelle journée. J'étais là au petit matin, là dans la boue, avec deux yeux l'un après l'autre pour dormir. Oh, ma boue, que je te regretterai bientôt, et cette forme de moi-même que j'ai dû laisser dans la boue. Au petit matin, tout petit minuscule matin que je ne cerne plus qu'à peine. Matin avec sa cloche aussi qui s'en va, et
Mademoiselle, comme les choses se succèdent, me voici l'épaule chargée d'une Alsacienne qui ne répond pas. Mais je parle pour deux, pour mes deux yeux, pour les innombrables yeux du soleil. Mais je parle. Je sais encore parler comme à l'horizon une très légère espérance de tonnerre, orage. Mon Alsacienne et moi qui sors de la boue dans le bleu du soir. Et voilà qu'il se met à pleuvoir comme pour inventer l'étoile, les gouttières, les tuiles. Pleuvoir comme à la contradiction des oiseaux. Depuis ce matin, ils avaient pu se croire pour toujours printaniers, tandis que je dormais comme un seul panier de sommeil. Et les voici dépenaillés dans leur nid construit en étoile, à la façon des fleurs. Et du fouet de son bec, un oiseau passe, un petit oiseau grand par les ailes. Un petit grand oiseau chassé par lui-même, et par lui-même tout seul. Oui, je parle. Mais où allons-nous? Je sors de la boue du ruisseau, je suis boueux. Mon pantalon se souvient que ma mère est morte. Il faudrait le tordre pour en extirper ce mensonge. Mademoiselle, je me présente. Connaissez-vous maman? Déposez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Il ne pleut plus, et je suis arrivée. Vous êtes arrivé? Ici. Vous alliez d'un point à un autre? Non, je ne viens pas d'un point précisément, mais c'est ici qu'il faut que j'aille. Je vous connais. Moi? Je connais votre poids. C'est beaucoup d'un être, son poids. Et vous? Oh, moi, je suis tout ce qu'on veut. Je rencontre un marteau, je suis son clou. C'est vrai ce que je dis. Voulez-vous que je me plie à la façon des maîtres de maçon ou de menuisier? J'exécute. Je m'agenouille. Je vous remercie de m'avoir apporté, monsieur. J'y suis maintenant. Je manquerai maintenant plutôt de quelqu'un qui me recevrait. Je ne suis pas attendue. Je ne reçois pas dans cette campagne que je connais à peine, mademoiselle. Vous avez encore quelque chose à porter? Non, mademoiselle. Qui êtes-vous? Je suis... ça, mademoiselle. Je veux dire... je ne la porte pas. C'est moi. Je ne me porte pas. Cela. C'est tout ce qui reste de moi, et c'est pourquoi je le conserve. Savez-vous ce qu'elle est, mademoiselle? Elle? Ici? Là? Oui, à cette heure. C'est ma hache, mademoiselle. C'est une hache en marbre. Une hache? J'ai dit en marbre. J'ai hurlé en marbre. Savez-vous au moins ce que c'est que le marbre, mademoiselle, quand on le hurle? Le marbre, quand on le hurle? C'est quoi? C'est du marbre. Et c'est pourquoi quand je dis hache, ça doit être égal à tout le monde. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que c'est. Du marbre. Les uns disent que c'est une hache, mais les cordes en cuivre. On a dit lutte, on a dit lyre et pourquoi pas arc à flèche, arc de triomphe. Mademoiselle, il faut me pardonner. Je connais les choses par leur poids, par ce qu'elles pèsent. Vous comprenez ce que ça veut dire, peser? Peser comme du marbre. Votre poids sur mon épaule droite qui me manque encore, je m'en souviens, on dirait dans mon épaule comme l'oubli de quelque chose qu'elle aurait porté tout à l'heure. Votre poids, si toute l'indifférence du monde n'essayait de me persuader du contraire. Votre poids, mademoiselle, je vous connais, je l'ai eu, je l'ai. Je vous porterai jusqu'à la fin des temps. C'est ça, connaître. Je vous connais. Je ne vous oublierai jamais. Je m'appelle Zerbine. Je ne m'appelle pas. Entrez dans ma chapelle, s'il vous plaît. C'est une chapelle? Elle sonne. Il y a un toit dessus. Quand il pleut, c'est pour ça ici qu'on entend la pluie. Il ne pleut plus. Tant pis. Ma lyre. La voulez-vous? C'est celle-ci qui me ferait plaisir. C'est... Elle? Ah, vous voulez vous moquer de moi? C'est ma tête. Ma tête en cire. Vous comprenez? On ne se sépare pas de sa tête comme ça. On en a besoin. Qu'est-ce que vous en faites? Rien, je la promène, mais... Une tête, ça pense. Je suppose qu'elle pense. Elle pense à quoi? Je sais pas. Elle ne dit rien. Elle est pratique, surtout à cause de la poignée qui est dessus. Une poignée articulée. Voulez-vous l'essayer? Mais elle ne dira rien. Non, elle est, pour ainsi dire, muette, ma tête.
Un jour, peut-être j'en aurai besoin. Elle est probablement sourde aussi, à cause de la poignée qui s'articule des deux côtés dans les oreilles. Alors ce qui se passe dedans, je ne saurais vous dire. Peut-être qu'elle pense à vous. Peut-être, quelquefois. Non, non, vraiment, je ne m'appelle pas. Vous auriez tort de chercher. Il m'est arrivé... Tenez, ma hache. Vous voyez? Et puis, ma tête, je la pose juste en face. Hein? Regardez. Voilà. Ce qui m'est arrivé. Quand je serai une porte qui ne s'ouvre pas, un arbre qui n'a pas de fruits, un ciel aux lèvres tombantes quand il grêle, quand je serai le clou dont aucun marteau ne cherche plus la tête. Entrez. Oh, ça a été vite. Comme un bonhomme, j'étais entré, j'ai dit une croix. Une croix, simple, comme on dessine une croix sur un mot qui ne veut rien dire. Pourquoi écrit là ce mot? Je sais pas, personne ne sait. Alors en barre, de 2 barres, l'une horizontale, l'autre verticale. Tsim-tsam, croisé, la croix. Une croix, ça a été vite. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est interdit d'entrer? Quoi, la croix? Au contraire, entrez, il n'y a personne. Alors la croix, c'est pour qui? C'est une chapelle ici. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une croix? Si, un trait vertical et l'autre horizontal. Ce qui m'intéresse, c'est le milieu. De la croix? Oui. Eh bien, c'est la tête. La tête de qui? La tête de n'importe qui. La mienne? Pourquoi la vôtre? Messieurs, mesdames, le découragement nous porte à porter sur les antennes un appel que nous souhaitons être entendus non seulement par l'élite de ceux qu'intéresse non seulement la littérature en général, mais plus généralement la poésie, l'architecture et toute la culture en particulier. Un grand poète vient de disparaître, non pas dans un trou, mais plus généralement dans la nature. Il s'agit de Félix Jean-Marie Aimé, Félix dit Félix N, disparu dans une dépression que saura mieux que moi définir le grand psychiatre Stern et Stern, qui a bien voulu m'accompagner devant cette migraille. Eh bien, mon cher ami... Il me cherche. C'est signe que je suis parti, que j'ai disparu. Oui, sans doute. Mais c'est le signe aussi que je n'ai pas disparu assez profond. Disparaître, on n'en finirait pas de disparaître sitôt qu'on a commencé. Ce n'est jamais fini. Il va falloir que je disparaisse un peu plus fort. Je ne suis pourtant pas grand, un tout petit objet perdu dans l'immensité de son horizon. Eh ben, plus petit. Ça suffit pas, plus petit. Soyons plus petits. Moi et mon marbre. Je disparaîtrai jusqu'à ne plus paraître que rien qu'un point. Que même pas un point. Une fourmi ailée qui s'est envolée. On la cherche. Il n'y a même plus personne qui la cherche. Faut savoir ce qu'on représente dans la vie, jeune homme. Que représentez-vous? J'ai besoin d'un cochon. J'ai 4 pattes et une queue en tire-bouchon. Et votre tête? À ma tête, je l'ai à la main. C'est pour en faire ce que je veux. D'où venez-vous? De Paris. Vous êtes parisien? Non, j'étais parisienne. Grande maison parisienne. Avec 2 yeux ouverts que j'ai encore ici fendus et les jalousies. J'ai perdu les 2 autres en dormant, mes oreilles. Mais j'ai gardé la porte cochère. Ah, quand je l'ouvre, on y entend des voix. Ah, ah, et les 32 dents d'un cheval qui passe. Trottant. Voulez-vous voir mes écuries? Et cloche. Si j'ai besoin d'une cloche qui fasse dingue, dingue, dingue. J'ai de la corde pour me pendre. D'abord, jeune homme, êtes-vous connu? Footballeur, ministre, cadavre? Je n'aime pas les gens connus. J'appelle, en bref, connus les gens dont on parle dans les gazettes. Oh, je n'aime pas être connu, monsieur. C'est même la raison pourquoi je suis ici. Tenez, monsieur, voici ma photographie. C'est une épluchure de patates, mais elle n'est guère ressemblante. Attention, permettez. Non, monsieur, on aura beau chercher, je ne suis connu dans aucune langue. Connu, soit vous ne l'êtes pas, je l'admets.
Est-ce que je suis connu, moi? Connu, vous? Non, pas de moi. Pas d'un certain nombre d'inconnus que je connais. Je ne suis pas connu, mais je suis plombier. Ah! Êtes-vous plombier? Oui, monsieur. Je suis tout ce que l'on voudra. Exemple, plombier. On m'a commandé une fontaine. Savez-vous ce que c'est qu'une fontaine, jeune homme? Et j'ai besoin d'une figure centrale, d'une tête. Une tête avec une bouche en forme d'eau qui pisse l'eau. Toujours quelqu'un a su faire de moi quelque chose. Moi, ma tête à droite et ma hache à gauche, je suis là. T'es con. Moi, je m'en fous de ta pomme. Je t'aurais laissé barboter dans ton ruisseau. Ta bedaine, ton air essoufflé, ton âge. Je t'aurais laissé aux gendarmes pour te ramasser. Mais adieu, plus personne. Mais moi, j'ai l'œil. Ta tête, je l'aurais peut-être pas remarquée comme elle est, là, posée sur ton cou, sur ton âge, sur ton abdomen, ta bedaine, ta tête. Mais celle-là, ta tête que tu portes à la main, la tête qu'on t'a faite, celle-là, et ne me dis pas qu'elle est de toi, c'est pas la tienne. Ta tête, on te l'a faite. Celle que tu portes à la main, tu pourrais pas la porter si c'était ta tête. Ta tête, c'est quelqu'un d'autre qui la porte. Quoi? Ta tête, c'est un objet manufacturé? J'achète. Parce que c'est juste ce que j'ai besoin qu'il me faut, au bout de mon tuyau. Je suis plombier, rappelle-toi. Si on te l'a faite, ta tête, c'est que ça valait la peine. Pousse-toi, donne-la-moi. C'est pas ton cou, c'est pas tes tuyaux qu'il faut que j'y mette à ta tête. Ce qu'il faut, c'est place à la plomberie. Je plombe, je soude, j'ajuste, je soude. Donne-moi ta tête. Non. 20 balles. Non. 40. Non. 100. Non. Mon poing sur la gueule. La gueule de ma tête? À vos deux gueules, mon poing, vos têtes. Elles sont deux, prenez-en une. Faites-en ce qu'elle acceptera ce que vous en fassiez. Merci. Quoi? Je vous dis merci pour votre tête. Ça, c'est d'un grand monsieur. Je vous donne aussi celle-ci, si vous en avez besoin. C'est mon oncle Bluffet, en plâtre. Il suffirait de le repeindre. Et la vôtre aussi, mademoiselle. Et comment? Zerbine. Zerbine. Il suffirait de la repeindre, votre tête, et que vous me la donniez. Donne-lui ta tête, Zerbine. Qu'il vienne la prendre. J'ai une hache de la main gauche, mais j'ai aussi ma tête à la main droite. Je ne puis que... Je vous salue, Zerbine. Alors, en route. Viens, allez, viens, je te dis, Olga, fais pas ta mauvaise tête. Quelque chose me dit qu'il a trouvé refuge dans cette chapelle. Le voilà, lui, Bavolendorf. Qu'est-ce que c'est que cette corde que vous tirez? C'est Olga, cette chapelle. S'il y a quelque espoir de retrouver Félix vivant. Entrons-y, monsieur l'abbé. Entrons-y. Mais par où? Par la porte. Ah, c'est vrai, j'ai la clé. Où avais-je la tête? En avant. Allons, entre. On douille. Ça le fâche. Papa est là. C'est en route. Vos orgues, monsieur l'abbé, sont là. Mes orgues. Olga. Félix, Olga est là au bout de cette corde. La voici. Papa, ne te laisse pas faire. Oh, puis laisse-toi faire à la fin. Mon père, j'en ai rien à faire. Inutile de crier, jeune homme, on est en route. À nous deux, monsieur, qui vous prétendez plombier, je vais vous désosser. Osparos? Donnez-moi un d'abord, nous parlerons des autres ensuite. Papa, tu m'en as promis un. Tu choisiras. Parmi les eaux du haut. N'importe. Monsieur, voulez-vous vous allonger? Oui, ici. Mais sur où? Je me sens déjà suffisamment allongé en hauteur. Et en largeur, s'il vous plaît, jeune homme. Mais moi, comme vous voudrez, monsieur, en croix, par exemple. Ainsi, hein? Mais vertical. Restez ainsi, jeune homme, c'est parfait. Zerbine, va me chercher les planches. Ainsi, mais pour qu'il soit bien entendu que vous soyez ainsi, vertical et les bras en croix, permettez, mon bon jeune homme, que je vous cloue. Sur des planches? Les voici. Une de bas en haut, Les pieds, la tête, une de droite à gauche. les bras. Zerbine, le marteau. Zerbine, allons. Les clous, alors j'en voudrais 3 qui ne me fassent pas mal. Les clous sont creux, ils ne font pas de mal. Zerbine, la paume. La paume, le clou creux, le marteau
creux Mais ma tête. qui pendouille. Laquelle tête? Celle de ma main droite ou ma tête du milieu? Qu'importe, on y va avec du feu. Ne sera pas clouée. Pendouillera, n'importe, la tête est ce qui compte le moins. Une couronne au moins. Et des épines. Tiens, papa. Le clou creux de la main gauche et le marteau de la main droite. Allons, jeune homme, vous n'allez rien sentir. Il n'est question ici que de bâtir une fontaine. Pan, pan! Mais ma tête. Donnez-la moi. Prends-lui la tête et pose-la là où il faut, Zerbin. C'est elle qui doit gicler, la pauvre, avec ses lèvres molles. Le flot chantant des lèvres du Verbe éternel. Je cloue. Non, j'ai pas dit aïe. Le clou était creux. Croise-lui les pieds, ma mignonne. Ils sont croisés. Mourir n'est pas très difficile. Il ne s'agit pas de mourir. Ne hurlez pas. J'ai soif. Le clou était creux. Tiens-lui les pieds, Zerbin. Quand j'aurai le temps... Trop tard, monsieur l'abbé. Les orques sont là-haut. Et où? Là, sous vos mains. Zerbin, tu le tiens? Maintenant, j'ai des briques à faire monter. Mais je joue, mes enfants, avec mes mains, avec les enfants de mes mains. Et chaque accord est une brique, et chacune de mes mains est une truelle élevée au grand maçon en plâtre, où chacun ouvre son visage hilar dans son sourire. Là, le trou, vous voyez? Depuis 19 ans que je travaille à la restauration de cette chapelle, élevée à l'édifice de Saint-Polyphème. Un seul trou comme son œil unique. Malgré moi, ce trou, mes briques lui ont ménagé à l'œil de ce visage, au visage de cet œil. J'y mettrai, messieurs et mesdames, la tête unique, les deux yeux fermés, la bouche souriante d'un homme que, messieurs et mesdames, vous portez tous par les cheveux. Félix Zerbin. Je joue, messieurs et mesdames. Je joue le plus puissamment que je puis, à travers le trou de ces orgues, à travers le trou de tous vos culs, car vous êtes nombreux à être assis fesse par fesse, brique par brique et sans fumée, comme ferait l'escadron des pipes de mon bisaïeul. Je joue, je souffle, mes joues gonflées, toutes rougies du souffle de mes orgues. Attention, mon ami, ainsi fixé en l'air à la façon d'un vrai corbeau, mais sans vent, c'est-à-dire moins vrai, c'est-à-dire plus faux, c'est-à-dire plus stable. Attention, mon ami, ne te prends pas pour un planeur. C'est moi qui plante, c'est moi qui suis plombier et qui, attention, je te le plante au cul, mon tuyau de plomb. J'ai réalisé ma fontaine. J'ai réalisé ma fontaine. Papa! Va, ma Zerbin, va brancher l'eau. Il n'y a qu'une branche à abattre. Qu'est-ce qu'on aura fait de mon fils, oh mon père? Je vais jouer, Madame N, mais je ne sais plus quoi. Papa, mais pourquoi cette barbe qui t'est poussée? Papa, qui es-tu? Papa, si tu deviens caillou, ce caillou, tu vas le recevoir dans ta hache. Olga, ma vache. Ton caillou, je vais le recevoir dans ma vache. Dans la lâcheté de ta hache. Olga, viens, dis-leur, dis-leur. Vous ne leur dites rien. Tu vas avoir à boire. Je me sens d'humeur à donner à boire. On m'avait commandé une fontaine, la voici. Messieurs, mesdames, je suis le plombier du jardin du roi. Et moi, je suis sa jardinière. Un clou encore. Loulou, est-ce que tu souffres? Pourquoi, maman, m'appelles-tu Loulou? Maman, la tête ailleurs comme de plus en plus. Où est ta tête? Là, dans un bénitier, qui pleure à le remplir. Attention, ouvre le robinet, Zerbin. Oui, papa. Oh, mon ami. Saül, portez sa tête à sa mère, portez-la, qu'elle ait ici son mot à dire. Malgré ma bouche arrondie en cul de poule, j'assure, je jure que toute l'eau qu'une bouche de grand poète, bouche de mon Félix, entre ses briques, aura été heureusement versée. Oh, Robinet, je te rêve ainsi de mon enfance triomphale. Verser mon eau de mon enfant. Qui? L'abbé? Debussy, Madame Beethoven, l'eau courante et les 20 regards sur l'enfant Jésus. Tous, mon enfant, leur eau par leur bouche versée, aura été, fut, était, sera, oui, toute l'eau de mon enfant. Oui, je crache, maman, je crache. Aura été bu, et ne cessera d'être bu. Papa, ton verre, ton eau. Donne-la-moi dans ton verre, papa, dis ton eau.